Notre invité ce matin, Aurélien Rousseau, directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et puis coordinateur du travail des brigades, vous savez, pour casser le virus. Aurélien Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors j'ai des questions précises. Cette semaine de confinement, combien aujourd'hui de patients en réanimation en Île-de-France ? À l'heure où je vous parle, il y a 1391 patients Covid+ en réanimation et on a par ailleurs des patients qui sont en réanimation pour d'autres motifs et on en a toujours 500. Ça veut dire qu'on est encore autour de un peu moins de 2000 patients en réanimation en tout et nos capacités normales, en temps normal, elles sont de 1200. Donc on est toujours dans une sollicitation très forte du système de santé et notamment des lits de réanimation. Âge moyen des patients en réanimation pour Covid-19, 59 ans, c'est ce que je regardais. Combien de décès du Covid ces dernières 24 heures en Île-de-France ? Dans les dernières 24 heures, le nombre de décès, il ralentit fortement, puisqu'on est autour d'une trentaine. On a eu, depuis le début de l'épidémie, un peu plus de 6000 décès à l'hôpital. Et on a eu, il faut jamais les oublier, en tout 5000 décès de personnes qui étaient dans un EHPAD. Donc les chiffres, si vous voulez, sont orientés positivement. On a une réduction du nombre de passages aux urgences. On a une réduction du nombre de décès. On a donc hier eu 100 personnes de moins en réanimation, mais ce sont des chiffres fragiles, c'est une situation fragile qu'on suit jour par jour, même plus exactement 2 fois par jour. Moi, je suis destinataire de toutes les données. Et une donnée que vous citez, moi, que je suis avec beaucoup d'attention, c'est celle de l'âge moyen en réanimation, ou de l'âge médian, qui est autour de 60 ans. Ça signifie quoi? Ça signifie que la moitié des personnes en réanimation ont plus de 60 ans. Et c'est un point très important à dire, c'est-à-dire que c'est le même chiffre qu'il y a 1 an, c'est le même chiffre qu'il y a 2 ans, malgré la crise, malgré cette vague absolument phénoménale qu'on a prise, pardon de cette expression triviale, on a tenu et on n'a pas trié les patients, on a tenu cet âge moyen qui est le même que les années précédentes. Oui, Aurélien Rousseau, puisque vous parliez des patients à l'hôpital pour Covid-19, des enfants. On a beaucoup parlé de la maladie de Kawasaki ces derniers jours. Combien d'enfants aujourd'hui sont hospitalisés en Île-de-France pour coronavirus, Covid-19 ou Kawasaki ? Aujourd'hui, on a eu 25 patients qui ont été pris en charge et qui sont dans des réanimations avec une suspicion de maladie de Kawasaki. On est sur quelque chose où on est très prudent, c'est-à-dire qu'on a tous les éléments de symptômes de la maladie de Kawasaki, en même temps avec des profils assez hétérogènes. Donc il y a des études qui sont en cours en France, qui sont en cours aux États-Unis, pour comprendre le lien qu'il peut y avoir. Ce qui est sûr, c'est que depuis le début du Covid-19, on découvre quasiment chaque jour des interactions entre ce virus et d'autres pathologies, et ces interactions, on essaie de les identifier pour casser ce qui peut créer du risque. Aujourd'hui, les patients dont je vous parle, les enfants, réagissent tous positivement au traitement de la maladie de Kawasaki et donc aucun n'est dans une situation qu'on considère comme très grave et le pronostic est favorable sur l'intégralité de ces cas où on pense que c'est la maladie de Kawasaki et le Covid qui se sont rejoints, si je puis dire. Oui, aucun décès, hein. Vous confirmez, Aurélien Rousseau? Aucun décès. Aucun décès. En effet. Bien, j'ai une autre question à vous poser. Y a-t-il une grande majorité de soignants parmi les nouveaux cas de coronavirus ? Aujourd'hui, le nombre de cas, je le disais, il réduit fortement. On n'a pas une grande majorité de soignants. On a des soignants, comme depuis le début de la maladie. Ça ne fait pas de doute que les soignants ont payé un lourd tribut en termes de contamination, en termes derrière d'hospitalisation et aussi de décès. On en a connu. Donc notre objectif prioritaire, c'est de les protéger. Et les soignants, ils doivent être protégés parce qu'ils sont la première ligne. C'est eux qui ont pris en charge. C'est eux qui nous ont permis de monter pierre après pierre, brique après brique, cette digue face à la vague qui est arrivée.
je vous rappelle qu'au pic, on était à 3000 malades en réanimation en Île-de-France. Si on a tenu, c'est grâce à eux. Et c'est pour ça que moi, mon obsession, je vais employer ce terme, c'est de permettre que tous les équipements de protection, dans des conditions de tension extrême, ça sert à rien de le nier ou de le minorer, que tous les équipements de protection arrivent en priorité vers les soignants, qu'ils soient à l'hôpital ou qu'ils soient en ville, pour que dans leur mission de prise en charge des patients, ils soient protégés. Voilà. Donc c'est un défi logistique, c'est un défi pour être alimenté par ces fournitures qui viennent du monde entier, mais c'est notre responsabilité et on se bat là aussi Alors quotidiennement Aurélien Rousseau, sur ça. alors justement, Aurélien Rousseau, est-ce qu'aujourd'hui, tous les personnels soignants sont équipés comme il faut? Équipés de masques, équipés de blouses? Est-ce qu'on a suffisamment de médicaments utilisés en réanimation? Est-ce que tous les équipements sont là? Est-ce qu'on ne manque de rien aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une très forte tension sur les équipements, moins aujourd'hui sur les masques que ça n'a été le cas il y a quelques semaines. Aujourd'hui, les masques chirurgicaux ou les masques dits FFP2 à l'hôpital, ils sont livrés. La tension se réduit, mais elle est toujours là sur les blouses ou sur les charlottes, ce qu'on met sur les cheveux. Et sur les médicaments, notamment grâce à une mobilisation nationale exceptionnelle, on arrive et on n'a jamais eu de rupture d'approvisionnement. On a eu, là aussi, il faut le dire les choses simplement, des moments où on n'avait plus que quelques jours de stock. Et ce sont d'abord, à l'échelle de la région, on a mis en place une mutualisation complète. Je vous donne un exemple très concret. Un soir, l'hôpital de Pontoise était proche de la rupture. Eh bien, c'est un hôpital privé d'une autre partie de la région qui l'a dépanné en lui fournissant du curare et du propofol. C'est ça qu'on a fait. Et ce qu'on avait commencé à faire en Île-de-France, plus ça a été tendu, plus on l'a élargi. Et aujourd'hui, c'est une gestion nationale. Et donc, on est alimenté par des stocks qui sont présents ailleurs sur le territoire national. Et aujourd'hui, on a fait baisser cette pression sur les médicaments de réanimation. Mais quand je dis qu'on a fait baisser cette pression et cette crise, c'est ça depuis le début, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le front. On ouvre simultanément plusieurs fronts et on est obligé de les tenir. C'est pas parce qu'on parle moins d'un sujet qu'il ne mobilise pas au quotidien des équipes techniques, administratives, médicales pour réussir à garantir un approvisionnement. Et puis dernier point, Jean-Jacques Bourdin, c'est que vous le savez, on est toujours en préparation de ce qui peut se passer, d'une éventuelle deuxième vague, d'une dégradation. On regarde ça là aussi au quotidien. Donc on se tient prêt à réarmer tous nos dispositifs, malgré aujourd'hui la baisse de la pression. Mais je le dis, une baisse de pression dans un contexte toujours très tendu. Aurélien Rousseau, les départements d'Île-de-France, toute l'Île-de-France est toujours en rouge, Aurélien Rousseau. Est-ce que vous pensez que ces départements vont sortir du rouge avant le 11 mai ? Par principe, dans la gestion de cette épidémie, depuis le début, moi je m'en tiens aux données et aux éléments jour après jour. Aujourd'hui, sur la tension en réanimation, tous les départements sont en effet en rouge. Je pense, et les chiffres que je vous ai donnés en témoignent, qu'on sera toujours dans une situation de tension demain quand on évaluera cela. Et il y a cette date du 11 mai, évidemment, c'est une date que nos concitoyens, que nous tous, on attend. Mais il faut bien avoir en tête que tous les jours, le 11 mai, le 12 mai, le 13 mai, on regardera ces chiffres pour savoir si on doit adapter dans un sens plus favorable ou dans un sens plus restrictif en fonction de ce qu'on verra. Si on a plus d'arrivées en réanimation, si on a plus de passages aux urgences, eh bien on adaptera parce qu'il faut qu'on suive cette épidémie au jour le jour. Aujourd'hui, on ne l'a pas étouffée, on ne l'a pas éteinte. On a les moyens de le faire, on sait comment le faire, mais on est toujours dans une vigilance extrême parce ce qu'on a gagné, c'est d'avoir un peu, en Île-de-France notamment, parce que d'autres régions ont été touchées avant nous, d'autres pays avant nous, on a gagné un peu d'anticipation. C'est comme ça qu'on a fait face à cette vague, c'est comme ça que les soignants ont pu être mobilisés. Donc on a gagné un peu d'anticipation et on essaie d'être anticipation et réactivité et du coup aussi accepter de changer de stratégie en fonction des données qu'on a jour après jour. Aurélien Rousseau, parlons des EHPAD. Combien d'EHPAD touchés par le coronavirus en Île-de-France? Combien de décès? D'abord cette question, ensuite je vous parlerai des tests dans les EHPAD.
Aujourd'hui, la quasi-totalité des EHPAD, enfin autour de 600 sur 700 EHPAD en Île-de-France ont déclaré un cas de Covid. Et on a eu, je le disais, autour de 4000 décès dans les EHPAD et un millier de personnes qui sont décédées à l'hôpital alors qu'ils venaient d'un EHPAD. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord, je le dis, que l'hôpital a été mobilisé pour prendre en charge les personnes âgées. On entend dire parfois que ça n'a pas été le cas. Moi, je veux saluer le travail de tous les gériatres, notamment, qui se sont mobilisés. Et donc, le virus, il est là. Dans les EHPAD, il y a une décroissance du nombre de décès, jour après jour. Mais chaque décès, c'est une situation individuelle. C'est un drame pour les familles. C'est aussi un drame pour les équipes. Et donc, aujourd'hui, au quotidien, les 700 EHPAD de la région, ils sont contactés par l'ARS tous les jours pour savoir leurs besoins. On a projeté près de 2700 personnes en renfort pour faire face au personnel malade. On a 50 équipes de gériatres qui sont des équipes mobiles qui vont dans les EHPAD à la demande des équipes. Et on a, par exemple, ça peut paraître un gadget, mais ça ne l'est pas, 500 tablettes numériques pour pouvoir faire de la téléconsultation qui ont été distribuées en 3 semaines. Donc, on est dans une situation dans laquelle notre objectif de tous les jours, c'est de ne pas laisser un huis clos s'installer, d'être en appui. Je dis pas qu'on fait tout bien, il n'y a aucune autosatisfaction là-dedans, mais je dis qu'on se bagarre pour aller en appui au soutien des équipes. On parle beaucoup des soignants à l'hôpital, il faut saluer le boulot extraordinaire, l'engagement extraordinaire des soignants, des équipes administratives dans les EHPAD aussi. Bien, Aurélien Rousseau, test pour tout le personnel soignant dans les EHPAD d'Île-de-France, PCR, test PCR, pour les résidents aussi. Absolument. Aujourd'hui même, nous aurons fini une campagne de tests qu'on a engagée il y a 3 semaines. Quand on dit campagne de tests dans les EHPAD pour les personnels et les résidents, en Île-de-France, c'est 100 000 personnes. Donc on a engagé en 3 semaines le test de toutes ces personnes. Alors il y en a une partie qui n'ont pas souhaité, c'est toujours sur la base du volontariat, on peut pas forcer les gens, mais ça nous a permis quoi? Ça nous a permis de mieux calibrer la situation et de prendre des mesures. Il y a des personnes qui étaient en fait, qui avaient le Covid+, mais qui n'avaient pas de symptômes, donc on les a isolés, ou les personnels sont restés chez eux. Et puis, on le dit peu, mais ces tests, ils nous ont permis aussi de sortir d'unités d'isolement des personnes âgées qui, en fait, n'avaient pas le Covid. Elles pouvaient avoir d'autres pathologies, et donc ça nous a aussi permis, dans l'autre sens, de soulager des personnes âgées. Résultat, Aurélien Rousseau, de ces tests? Aujourd'hui, je vous le disais, on a fini les tests. Après, il y a 48 heures, 72 heures pour avoir l'intégralité des résultats. On a les résultats sur un peu plus de 50%. Les résultats, ils sont que on a un peu plus de 20% des personnes âgées en moyenne qui sont touchés par le Covid, et on a autour de 10-15% des personnels qui sont touchés par le Covid. C'est pour ça qu'on a dû envoyer des renforts, et c'est pour ça aussi que ça nous aide dans la prise en charge médicale des gens. Est-ce qu'ils doivent aller à l'hôpital? Est-ce qu'ils peuvent rester en EHPAD? Et donc du coup, ces tests qu'on va devoir renouveler. Parce que les tests que vous évoquez, les tests PCR, c'est des tests qui nous donnent à un moment donné, est-ce que la personne a le Covid ou pas? Mais on doit les renouveler régulièrement parce que ça n'est pas une donnée qui demeure. On ne peut ne pas avoir le Covid un jour et l'avoir quelques jours après. Évidemment, comme les EHPAD sont protégés, sont comme on dit sous cloche, ça progresse moins vite. Mais ça a été un chantier très important, mais qui a aussi montré aux résidents, à leurs familles, qu'on était à leur côté, qu'on ne les laissait pas tomber. Alors 20%, donc à peu près 20% aujourd'hui, les résultats que vous avez, les premiers résultats, à peu près 20% des résidents et à peu près 10% des personnels encadrants, personnels soignants. Bien, Aurélien Rousseau, ça nous conduit au traçage, au fameux traçage, puisque vous êtes chargé de coordonner le travail des brigades. Alors, combien de personnes vont être mobilisées à partir du 11 mai pour commencer ce travail ? En Île-de-France, ça va être des milliers de personnes. Pourquoi je dis des milliers, que je vous donne pas Jean-Jacques Bourdin? Vous êtes Aurélien Rousseau. Aurélien Rousseau, je vous interromps. Vous êtes chargé de coordonner dans la France entière.
Non, là, nous nous coordonnons sur l'Île-de-France, mais c'est vrai que l'Île-de-France va sans doute comptabiliser très largement le plus grand nombre de cas en France. Ça n'est pas un titre de gloire, ça nous pousse juste à être encore plus exigeants, encore plus mobilisés et encore plus coordonnés avec tous les partenaires. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tout le dispositif, il va être calibré sur le nombre de nouvelles contaminations par jour, puisqu'on doit arriver à trouver toutes les nouvelles personnes contaminées dans une journée en Île-de-France. On doit arriver à les trouver, donc à les dépister. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, on va faire entre 40 et 60 000 tests PCR par jour en Île-de-France. Une fois qu'on aura identifié ces personnes par le biais notamment de leur médecin généraliste, le médecin généraliste va recevoir les personnes qui ont des symptômes, il va prescrire des PCR et à partir de là, on va devoir commencer un travail qui est un travail extrêmement lourd, mais qui est essentiel, qui est celui qui vise en fait à casser les chaînes de transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va aller autour du cas confirmé, on va remonter avec lui son emploi du temps, à partir de 48 heures avant le début des symptômes. On va voir avec lui tous les gens qu'il a vus. Et ces gens qu'il a vus, ils vont être contactés par des plateformes de l'assurance maladie qui vont compter en Île-de-France plusieurs milliers de personnes pour appeler et pour proposer à ces gens, pour dire à ces gens qu'il faut rester isolés et pour leur proposer un test PCR à eux aussi. Si j'essaie de donner une image, on va avoir des multiples foyers. Chacune de ces personnes Covid+, ça va être un foyer et nous, notre but, ça va être de nous projeter dessus pour éteindre ce foyer pour que ça devienne pas un incendie beaucoup plus large. Et donc, on a les médecins généralistes, les plateformes assurance maladie, puis les ARS, l'ARS Île-de-France en l'espèce, avec ici, au siège de l'ARS, sans doute 200 personnes qui vont être mobilisées pour identifier notamment si vous avez un cas dans une école, si vous avez un cas dans un foyer de travailleurs migrants, il y a plus de risques parce que ça peut se diffuser plus vite. Donc on va aller sur place, on va voir ce qui se passe pour donner des mesures. C'est ça le tracing, c'est ça l'idée de tester, de tracer et d'isoler. C'est aujourd'hui ce moyen de grande ampleur, c'est notre métier aux ARS, c'est aussi le métier qu'on fait au quotidien avec nos partenaires. Et il y a une mobilisation collective, je le disais, les médecins de ville, les médecins généralistes, les services d'accueil des urgences, les plateformes de l'assurance maladie avec lesquelles on travaille depuis plusieurs jours pour monter ce dispositif et les équipes des ARS en soutien, avec le soutien des préfets, parce que ces gens qui sont isolés à domicile, en fait, être isolé à domicile, c'est pas forcément pareil pour tout le monde. Si vous êtes dans un appart de 50 mètres carrés avec 4 enfants, les conditions d'isolement, elles ne sont pas les mêmes que quand vous êtes dans une situation beaucoup plus favorable. Donc, il faut qu'on les accompagne, qu'on les aide, et c'est ça, ces équipes mobiles, départementales, qui vont être mobilisées pour aider, pour aller au contact des gens et pour leur apporter des réponses, notamment sur un plan social. Oui, Aurélien Rousseau, évidemment, mais je prends un exemple pour l'Île-de-France, rien qu'en Île-de-France, donc 1 millier de nouveaux cas par jour. J'imagine 1 millier de nouveaux cas par jour. Chaque nouveau cas, il faut contacter 10 à 20 personnes. Le travail est titanesque. Oui, absolument, c'est un travail titanesque, c'est pour ça que c'est en milliers que le nombre de collaborateurs de l'assurance maladie, des ARS ou évidemment du réseau de la médecine de ville va être mobilisé. Et puis c'est titanesque, mais chaque jour, ou en tout cas tous les 2 jours, enfin on va se mettre en situation de rappeler toutes ces personnes pour suivre leur état de santé. Donc ça n'est pas juste à un moment donné, c'est quelque chose qui va se cumuler. C'est un travail titanesque, mais aujourd'hui c'est la condition pour casser les chaînes de transmission dans ce virus qui, 1 millier de cas par jour, c'est beaucoup, mais c'est jouable, c'est faisable si on est tous mobilisés et concentrés. Oui, traçage dans les transports en commun, c'est pas évident, hein. Je suis porteur du virus, j'emprunte un transport en commun, pour retrouver les personnes que j'ai croisées, pas évident, dites-moi. Comment faire ? Jean-Jacques Bourdin, c'est pour ça que il faut jamais prendre un des sujets isolés. Le traçage, c'est une chose, mais le respect des gestes barrières, la protection, la distanciation physique vont être la ressource majeure pour limiter ces contaminations. C'est bien le confinement qui a fait massivement baisser le nombre de nouveaux cas. C'est bien la patience, l'engagement de nos concitoyens qui a permis qu'on en soit là aujourd'hui, c'est-à-dire avec moins de personnes en réa, moins de personnes qui arrivent tous les jours. Donc dans
les transports en commun, cela a été dit, le cœur, ça va être évidemment de porter un masque pour éviter les contaminations. Et par ailleurs, ce que ça nous a appris depuis le début, parce que du traçage, on en a fait pendant 1 mois et demi au début de l'épidémie, ce sont des équipes de l'ARS qui ont fait ce traçage. Ces jours qu'on a gagnés avec le traçage avant qu'on soit en phase épidémique, qui nous ont permis de monter la digue dont j'ai parlé, de préparer le système de santé et de se tenir le moment venu. Donc dans les transports en commun, ce sont les gestes barrières qui vont être le cœur de la réponse collective à l'épidémie. J'ai une dernière question, Aurélien Rousseau. Les coordonnées, tous les éléments recueillis, que vous aviez recueillis au début de l'épidémie et que vous allez recueillir, qu'allez-vous en faire? Parce qu'il y a une inquiétude, évidemment, sur nos données personnelles. Il y a une inquiétude sur les données personnelles, nous l'entendons évidemment. Je veux dire juste quelque chose. La première chose, c'est que toutes les personnes qui vont manipuler ces données seront habilitées à le faire. À l'ARS, par exemple, c'est au quotidien que l'on fait ça. Quand on suit la tuberculose ou la méningite, qui sont des maladies à déclaration obligatoire, on suit et on recueille des données. Mais à l'assurance maladie, pareil, tous les collaborateurs sont astreints au secret professionnel et tous les jours, on peut le dire aussi, quand ils manipulent une feuille de soins ou une affection de longue durée, ils savent qu'ils ont des données sur la santé des gens. C'est leur métier, c'est notre métier, mais c'est un peu aussi, pardon du terme un peu fort, mais c'est aussi notre éthique. Nous sommes là pour un dispositif de prévention et pour casser les chaînes de transmission. Il y a évidemment aucune espèce de fichage généralisé. Le sujet, c'est d'être efficace, rapide, et toutes les données, évidemment, tous ces systèmes d'information, ces fichiers seront autorisés par les textes et sont soumis à la CNIL qui fait des préconisations et qui seront respectées. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas avoir de doute. Je pense que cette espèce de suspicion qui s'installe, pour moi, elle est malsaine. Aujourd'hui, les collaborateurs, je la comprends, mais je ne la partage pas. Les collaborateurs, que ce soit de l'assurance maladie, des ARS, ce sont des professionnels qui sont là pour protéger, qui ne sont pas là pour ficher. Et moi, j'ai tout à fait confiance dans cette éthique du service public que l'on partage. Merci Aurélien Rousseau. Merci d'avoir été notre invité ce matin beaucoup, Jean-Jacques sur Bourdin. RMC et BFM TV. Merci, 8h55.